Dans ce journal, les activités du chef de l'État avec des audiences accordées hier à des investisseurs venus de Singapour et aux nouveaux ambassadeurs du Libéria et du Royaume d'Arabie Saoudite venus présenter leurs lettres de créance. Construction de nouvelles universités et d'une ville universitaire en Côte d'Ivoire. Le sujet au centre du séminaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui se tient depuis hier à Grand-Bassam. Et puis les Togolais aux urnes depuis ce matin, ils doivent élire leurs 91 députés. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. De nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit des ambassadeurs d'Arabie Saoudite et du Libéria près la République de Côte d'Ivoire. Le reportage de Viviane Naïm. Toute une vie au service de son pays. C'est en ces termes qu'il se qualifie lui-même. Son Excellence Johnny McLean est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Libéria en Côte d'Ivoire. C'est un ancien qui connaît bien la Côte d'Ivoire, où il a étudié de 1962 à 1964 à l'École normale supérieure d'Abidjan, avant de s'orienter vers une formation journalistique au CETI, le Centre d'études et des techniques d'information de Dakar, et à l'Institut international d'administration publique de Paris, option management des médias. Plusieurs fois ministre de l'information dans son pays, le Libéria, il a exercé sous la gouvernance du président Tolbert jusqu'au coup d'État de 1980. Retiré de la politique, carrière ensuite de haut fonctionnaire à l'UNESCO, sous la gouvernance de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, il revient en politique, ministre puis ambassadeur au Sénégal. Le choix opéré sur sa personne par la présidente Ellen Johnson Sirleaf pour représenter son pays, le Libéria, en Côte d'Ivoire, a été approuvé par le président de la République Alassane Ouattara, qui a accepté la lettre officielle qui l'accrédite. Parlant de sa mission, son Excellence Johnny McLean a déclaré qu'il entend contribuer au rapprochement entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le Libéria et la Côte d'Ivoire sont liés par les données socio-culturelles. Nous serons toujours les voisins. Nous partagerons toujours les mêmes tribus. Nous serons toujours les frères et les sœurs. C'est-à-dire, les deux pays n'ont pas d'option, mais de vivre en paix avec la stabilité des deux côtés de nos frontières communes. Ce sont les mots que je lui ai adressés en demandant aussi son soutien pour que je puisse réussir ma mission. 14 ans de mission diplomatique à l'étranger, au Cameroun, en Chine, à Ankara, en Ouganda, en Belgique, au Danemark, où il a occupé diverses fonctions dans les différentes ambassades de son pays, son Excellence Saoud Saad Al Tobeiti est depuis ce mercredi 24 juillet 2013 le chef de la mission diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. C'est ce mercredi qu'il a présenté officiellement ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara qui a accepté et son accréditation. Son Excellence Saoud Saad Al Tobeiti a dit avoir grande conscience de l'importance de sa mission, car les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite ont enregistré des progrès depuis ces 2 dernières années, sous l'impulsion de leurs 2 dirigeants respectifs. En témoignent les nombreux projets d'infrastructures en Côte d'Ivoire qui bénéficient actuellement du financement du Fonds saoudien de développement. L'autoroute Sengrebo-Yamoussoukro, le projet de la route Bouna-Doropo, les travaux d'achèvement de la grande mosquée du plateau, etc. On a évoqué un peu la situation des relations entre les deux pays et de manière à renforcer, et je serai prêt à œuvrer dans ce sens pour le bon renforcement de ces coopérations qui nous lient très heureusement. J'ai transmis également les salutations du serviteur des 2 saintes mosquées et le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Le nouveau chef de la mission diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire est marié et père de 4 enfants.
Et puis avant de poursuivre en image cette information qui vient de nous parvenir, il y a eu un réaménagement technique au sein du gouvernement. Jean-Claude Brou devient ministre de l'Industrie et des Mines et Adama Tounkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Des hommes d'affaires et des investisseurs venus de Singapour séjournent en ce moment à Abidjan. Ils sont là pour explorer le marché ivoirien et ils ont été reçus en audience hier par le président Alassane Ouattara. On reste avec Viviane Naïma. À la tête d'une importante délégation d'officiels et d'hommes d'affaires, le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Lee Yi-Shian, a été reçu ce mercredi en fin d'après-midi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Venu dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la République de Singapour et la Côte d'Ivoire, la délégation singapourienne a été fortement encouragée par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui a rassuré ses hôtes de la normalisation du climat sociopolitique et de la reprise économique en Côte d'Ivoire. Il a invité la communauté d'affaires singapourienne à venir investir en Côte d'Ivoire, soulignant les atouts économiques et le bon climat d'affaires qui prévaut aujourd'hui dans le pays. La délégation d'officiels et d'hommes d'affaires de Singapour, qui a écouté avec un grand intérêt le chef de l'État ivoirien, s'est dit renforcée dans sa volonté d'accroître ses relations économiques avec la Côte d'Ivoire. Entre nos deux pays, il y a beaucoup de possibilités. Nous avons discuté des domaines tels que l'investissement, le développement dans l'infrastructure, dans les zones d'industrialisation, comment nous pouvons développer ce secteur et aussi les opportunités d'échange. Nous avons également discuté des domaines tels que la coopération technique entre nos personnalités. Singapour est prête à partager ses expériences dans le domaine de l'industrialisation et du développement économique. Nous souhaitons ce qu'il y a de meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons beaucoup de succès au développement de la Côte d'Ivoire. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre avec le chef de l'État ivoirien. Et la délégation singapourienne poursuit ses rencontres avec les autorités ivoiriennes. Hier, les hommes d'affaires ont échangé avec le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon. La délégation conduite par le ministre d'État, ministre du Commerce et du Développement national singapourien, Lee Yi-Shian, a expliqué que la Côte d'Ivoire, de plus en plus fréquentable, attire les opérateurs économiques et suscite de nouveaux investissements. C'est cet après-midi que le président de la République procédera à la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière interurbaine et internationale d'Adjamé. Avant l'événement, notre équipe de reportage conduite par Mamadou Kouassi a rencontré les populations et les transporteurs afin de recueillir leurs attentes. Recherche de clients à la criée, insalubrité, stationnement irrégulier, insécurité, raquettes. La liste n'est pas exhaustive. Comme on le constate, c'est l'anarchie qui règne au quotidien à la gare routière d'Adjamé, une gare qui accueille environ 2 millions de voyageurs par jour. Souvent, il arrive qu'il y a on fait un peu de palabres et puis ça ne rentre pas trop des gens. Pour ceux qui sont un peu nouveaux, qu'ils viennent ici d'un peu peur. Une fois il pleut, une fois, deuxième fois, on n'arrive plus à circuler. La gare, tellement de boue, les passagers même refusent de rentrer à la gare. Ils sont obligés de stationner au bord de la route. Raison pour laquelle vous voyez les petits gars sont stationnés en bordure de la route. Donc ici maintenant, à l'intérieur, on n'arrive plus à avoir des passagers. Ils sont obligés de nager dans la boue. La Côte d'Ivoire mérite une gare mieux que celle que nous avons actuellement. Le message des usagers du transport semble être compris par le gouvernement. Une nouvelle gare routière interurbaine et internationale verra bientôt le jour à la place de l'ancienne case d'Adjamé, sur une superficie de 35 hectares. Un terrain acquis depuis 1995. Un projet qui va permettre la réorganisation du secteur du transport et aussi faire naître l'unité au sein des acteurs. Nous avons vraiment beaucoup d'espoir à cette nouvelle gare et nous prions Dieu qu'elle puisse avoir jour. Mais nous ne souhaitons pas qu'elle soit une gare vide, comme je reviens là-dessus. Parce que si elle est faite de façon à frustrer une partie des transporteurs, c'est sûr que les autres transporteurs se montreront solidaires et ne viendront pas dans cette gare. Parce qu'une chose est de construire une gare et une chose est de travailler au sein de cette gare et de rembourser l'investissement. C'est le signe du départ de la professionnalisation vraie du monde du transport.
C'est comme ça que nous le percevons. Une gare moderne qui n'aura rien à envier aux gares routières dans les autres pays développés du monde. Donc je pense que cela va résoudre beaucoup de problèmes. Depuis les 60, les transporteurs attendent à une gare de ce nom. Le président vient de nous présenter que vraiment il est notre président. C'est l'homme de la solution. Et à mon nom aussi, j'appelle tous les transporteurs de tous les territoires de Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit là demain pour que vraiment on fasse une grande fête. D'un coût de 47 milliards de francs CFA, la nouvelle gare routière d'Adjamé sera composée d'un bâtiment central, d'un grand hall, des quais fermés, des zones services et un village boutique. Des équipements et des services publics sont aussi prévus, tout comme des lieux de culte, des banques, des services de police et de pompiers. Et je rappelle que c'est cet après-midi que le président de la République procédera à la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière d'Adjamé. La clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale a eu lieu hier mercredi. C'était l'occasion pour les parlementaires ivoiriens de faire le point sur leurs activités. On en parle avec Léon Bro. Ils partent de l'hémicycle, pas pour toujours, mais pour un trimestre environ, le temps des vacances parlementaires. Vacances qui interviennent 3 mois après que les députés ont examiné et adopté sur les 22 textes soumis par le gouvernement 19 lois. Une loi de finances pour l'augmentation du budget de l'État, 6 lois ordinaires et 12 lois relatives à des conventions internationales. Autre activité développée durant le trimestre écoulé, la coopération interparlementaire avec notamment le Sénégal, la diplomatie parlementaire avec pour effet la tenue à Abidjan de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est soldée par l'occupation par la Côte d'Ivoire du poste de vice-président de cette institution. La première session parlementaire, donc une session pour repositionner la Côte d'Ivoire. S'en étonner ou s'en émouvoir reviendrait à passer sous silence le fait que la crise sociopolitique des 10 dernières années n'a pas permis aux gouvernements successifs de remplir sereinement les obligations internationales qui étaient les leurs. De nombreux traités négociés et signés au cours de cette période ou même avant n'ont pu être présentés au Parlement alors que c'est bien l'Assemblée nationale qui est la seule instance habilitée à autoriser le président de la République à les ratifier. Ces résultats pour le président de l'Assemblée nationale ne doivent pas constituer un motif d'inactivité pour les députés. Guillaume Soro les a exhortés à aller au contact des populations, prenant l'engagement lui-même devant le chef du gouvernement et des présidents d'institutions de mettre ses congés à profit. Moi-même, irai à Gagnoua dans les semaines à venir pour parler avec les populations. Oui, je vais parcourir cette région et je parlerai avec tout le monde, y compris avec les parents de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. La clôture de la première session parlementaire, aussi une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rendre compte de la mission qu'il a conduite en Égypte pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du règlement de la crise égyptienne. Depuis hier donc, les députés ivoiriens sont en vacances parlementaires. Quelques-uns d'entre eux ont bien voulu se prononcer sur le trimestre écoulé et aussi sur leur programme de vacances. Toujours au micro de Léon Bro. Notre commission a beaucoup travaillé au cours de cette session. Beaucoup travaillé et efficacement travaillé. Parce que sur toutes les lois qui ont été annoncées, notre commission, la commission des relations extérieures, a eu à examiner 12 projets de loi de ratification. Aujourd'hui, notre Parlement est représenté dans toutes les organisations interparlementaires. Ça veut dire que la voix de la Côte d'Ivoire, du Parlement ivoirien, peut se faire entendre et se fait entendre. Nous avons été très heureux d'accueillir l'association des parlementaires francophones. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport à ceux qui nous ont dévancés dans la démocratie. Et je crois que ce que nous venons de faire concourt à asseoir effectivement la démocratie en Côte d'Ivoire. Les députés, de façon assidue, ont vraiment passé au peigne fin tous les textes qui nous ont été soumis par le gouvernement. Surtout les textes relatifs au budget de l'État.
Mais le plus important, c'est que le sérieux que nos députés ont mis, dans ce travail, ont permis de repositionner le Parlement ivoirien, auprès des autres parlements frères. Donc c'est vraiment un député satisfait, heureux, qui repart en vacances parlementaires avec la satisfaction du devoir accompli. Pendant les travaux du trimestre, nous avons œuvré de façon consensuelle. Et cela doit servir d'exemple pour que les mois à venir, les décisions soient prises de façon consensuelle. Ça sera salutaire pour notre institution. Je parlerai même de fierté dans la mesure où nous avons travaillé pendant 3 mois. Nous avons débattu des sujets importants et là, notre rôle et devoir est de rendre compte de nos activités à toute la population. Donc nous pensons que pendant ces 2-3 mois de vacances, nous aurons à être en contact permanent avec notre population pour leur expliquer un peu le dénouement de nos activités. La nouvelle loi sur le mariage a fait couler beaucoup d'encre et de salive avant et même après son adoption. 7 mois après son entrée en vigueur, comment les foyers la vivent-ils? Pour le savoir, suivons ce reportage de Michel Digré. Elle a suscité des polémiques dans les foyers, secoué la classe politique et même emporté un gouvernement. Mais depuis son entrée en vigueur, la nouvelle loi sur le mariage porte déjà ses fruits, notamment sur le revenu salarial des femmes mariées. Aujourd'hui, lorsque vous êtes marié et que vous déposez vos dossiers à la SOL, vous avez une remise au niveau des impôts, notamment l'impôt général sur le revenu. Ce qui revient en clair, il faut le dire, c'est comme si c'était une augmentation de salaire que la femme mariée avait. Parce que si vous payez moins d'impôts, ça veut dire que votre net en salaire a augmenté du montant de l'impôt que vous aurez dû payer. Autre avancée significative, après l'adoption de la nouvelle loi, la Côte d'Ivoire se repositionne sur la scène internationale. La Côte d'Ivoire est désormais un pays crédible. Il y a seulement 44 pays sur 193 pays, donc des Nations Unies, n'est-ce pas? Et la Côte d'Ivoire est parmi ces 44 pays du monde assiégés au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Dans les foyers qui ont contracté le mariage sous la nouvelle loi, la tempête n'a pas eu lieu. Mieux, la loi a conquis le cœur des époux. Quand on nous remettait le livret de famille, j'ai senti la responsabilité engagée des 2 personnes. Et le symbole, c'est l'union, l'entraide et puis la responsabilité qui pèse sur les 2 époux. Désormais, l'homme et la femme sont tous chefs, donc pour moi, ce ne sont pas de grandes choses. Comme nous comprenons bien, je sais qu'il n'y a pas de problème, ça ne va rien créer en tout cas. Le 9 mars 2013 déjà, la loi était effective dans l'ensemble des mairies de Côte d'Ivoire. Nous pouvons donc dire, 4 mois après son application, que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est satisfait, est très satisfait, parce que le bilan est sans équivoque. Depuis janvier 2013, environ 1500 femmes mariées se sont faites enregistrer par les services de la solde de la fonction publique. Des journalistes camerounais sont en visite en Côte d'Ivoire. Ils ont eu une rencontre d'échange et de partage d'expériences avec le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine. Le séjour de la délégation camerounaise en Côte d'Ivoire s'achève aujourd'hui. On en parle avec Fatou Fofana. Venir voir et faire voir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui après la crise post-électorale et développer la coopération Sud-Sud sont entre autres les enjeux de cette mission de journalistes camerounais en Côte d'Ivoire. Ces hommes de médias ont eu une rencontre avec le patron de la communication en Côte d'Ivoire. Avec elle, ils ont échangé sur des questions comme la libéralisation de l'espace audiovisuel, les médias dans le paysage politique ivoirien, les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun et surtout le retour de la sécurité dans le pays. Avant de venir en Côte d'Ivoire, nous avions, on va dire comme ça, quelques clichés. Mais ces appréhensions-là ont été rapidement balayées quand nous sommes arrivés ici. Côté infrastructurel, côté économique, on a effectivement cette impression que le pays reprend. Pour Maître Afoussiata Bamba Lamine, les enjeux de cette mission camerounaise en Côte d'Ivoire sont grands.
C'est même le début d'un processus qui va permettre à tous les pays du monde de constater d'eux-mêmes le retour de la stabilité en terre ivoirienne. Je pense que c'était nécessaire et important effectivement d'avoir ces journalistes-là pour nous témoigner de ce que la Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction et que la Côte d'Ivoire a entamé effectivement sa réconciliation nationale et que la Côte d'Ivoire est donc de retour sur la scène internationale. Cette mission de presse est composée de journalistes de la presse écrite, de la radio nationale, de la télévision publique et de la télévision privée du Cameroun. Elle prend fin ce 25 juillet 2013. Depuis hier et jusqu'à demain se tient à Grand-Bassam le séminaire bilan sur la mise en œuvre du programme de construction des nouvelles universités. Elles sont 5 prévues avec en plus une ville universitaire. La rencontre de Bassam doit permettre d'évaluer chaque étape de la mise en œuvre du processus de construction de chaque université. Hugues Blé était à l'ouverture du séminaire hier à Grand-Bassam. La construction de 5 nouvelles universités et d'une ville universitaire est un engagement du chef de l'État. Il s'agira à Grand-Bassam d'évaluer, entre autres, toutes les étapes restant à couvrir dans leur mise en œuvre, en précisant les délais de réalisation. Les 2 ex-URES de Korogwe et de Daloa ont été transformés en universités. La deuxième composante de ce programme-là, c'est la construction de 3 toutes nouvelles universités. À la date d'aujourd'hui, les sites sont acquis. Les commissions administratives ont rendu leur rapport en ce qui concerne les coûts de purge des droits coutumiers. La phase actuelle, c'est la conception architecturale. Le concours des architectes va être lancé. Daloa, Korogo, Man, Bondoukou et San Pedro sont les villes choisies pour abriter les nouvelles universités, la ville universitaire devant être construite à Adjaké, ce qui démontre la détermination du gouvernement à assurer l'accès du plus grand nombre à un enseignement supérieur de qualité. Ces universités, dans le cadre donc de la redéfinition d'une nouvelle carte universitaire, vont certainement avoir des noyaux de spécialisation. MAN va avoir comme noyau de spécialisation tout ce qui est mine, géologie. Le président de la République lui-même a annoncé le délai. Il dit que l'université de MAN devra ouvrir ses portes en septembre 2014. Une fois réalisées, les 5 universités pourront chacune accueillir 20 000 étudiants et la ville universitaire 50 000. Incendie hier nuit au grand marché de Marcory. Le sinistre a démarré aux environs de 19h30. Les sapeurs-pompiers et les agents de sécurité ont pu circonscrire le sinistre. Les causes seront connues après les conclusions de la police qui a ouvert une enquête. Mamadou Kouassi. Une partie du grand marché de Marcory a été ravagée par les flammes dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Si les enquêtes n'ont pas encore donné les causes de cet incendie, les dégâts matériels sont importants. Le maire de la commune qui était sur les lieux hier s'est rendu ce matin pour apporter sa compassion aux sinistrés. Pour Abi Raoul, il ne suffit pas de colmater les brèches, mais de rénover carrément le grand marché de Marcory. Il faut signaler que les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité ont réagi promptement à l'alerte donnée hier aux environs de 19h30. La diaspora ouest-africaine de Côte d'Ivoire, réunie au sein de l'Union des ressortissants membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé UREM-CEDEAO Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Il s'agit du Togolais Yacoubi Laurent. Investi en fin de semaine dernière, il place son mandat sous le signe de la cohésion sociale et de l'intégration. Il promet faire de sa structure un instrument d'épanouissement pour ses membres dans le respect des lois ivoiriennes. Et puis hors de chez nous, le premier tour de la présidentielle au Mali, c'est dimanche. Pour veiller au bon déroulement du scrutin, plusieurs institutions internationales ont envoyé des observateurs sur place. Ceux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduits par l'ex-président ghanéen John Kufuor, se disent satisfaits des moyens déployés pour sécuriser le processus électoral. Sylvie Touré est à Bamako pour le compte de la RTI, suivant ses précisions. Ils sont issus de tous les pays membres de la CEDEAO à l'exception du Mali. Au nombre de 250, ces observateurs seront déployés dans les 8 régions administratives du Mali avec pour mandat la supervision du scrutin. Des observateurs qui notent déjà un premier satisfecit, les conditions sécuritaires. Le gouvernement malien a pris des mesures de sécurité et nous en sommes conscients et nous faisons confiance à ces mesures prises par ce gouvernement. Ces mesures ont été aussi renforcées par les mesures de sécurité prises par les Nations Unies.
Et tout cela renforce la sécurité autour du processus électoral dans le pays. Ces observateurs devraient être rejoints ce mercredi après-midi par l'ancien président du Ghana, John Kufuor, responsable de la mission d'observation de la CEDEAO. La région de Kidal focalisera assurément les attentions. Le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO pour le Mali se réjouit de l'engagement des groupes rebelles au bon déroulement du scrutin. À l'évaluation, nous avons la satisfaction de constater que tous les groupes qui jadis étaient opposés à la fois au gouvernement malien mais aussi à l'organisation des élections ont pris un engagement très fort de s'impliquer pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Du côté du gouvernement, une rencontre avec les représentants des différents candidats a eu lieu ce mercredi. Il s'est agi pour le ministère de l'administration du territoire de faire l'état des lieux et de présenter les dispositifs de transparence mis en place pour assurer la crédibilité du scrutin. Voilà, dans moins de 72 heures, les Maliens iront élire leur nouveau président. Le scrutin se prépare activement, on l'a vu. Et sur le terrain, certaines difficultés techniques demeurent. Nyarela, un quartier populaire de Bamako. Cette école primaire tient lieu de centre de distribution des cartes d'électeurs. Ali tente d'entrer en possession du précieux sésame. C'est sa 10e tentative en 3 semaines et demie. Une fois encore, le Malien de 52 ans rentre bredouille. Je suis là présentement, j'ai regardé au tableau, et mon nom ne figure pas. Je suis même découragé maintenant, j'en ai assez. Comme Ali, plusieurs milliers de Maliens régulièrement inscrits sur le fichier électoral n'ont toujours pas reçu leur carte. C'est difficile, quoi. Chaque jour il passe ici. Il peut passer toute la commune il ne trouve pas leur carte. À Korofina Nord, au siège de la Commission électorale nationale indépendante, les mauvaises nouvelles qui viennent du terrain semblent conforter les responsables de l'institution. Pour eux, les difficultés techniques sont encore nombreuses à 4 jours de la présidentielle. La CENI a alerté l'ensemble des acteurs. Si l'ensemble des acteurs acceptent, malgré ces défis, d'aller aux élections, la fiabilité va se dire au niveau des opérations de vote et non des autres difficultés qui existent. Au pôle secrétariat, c'est le branle-bas de combat. Les agents préparent les pactages qui seront acheminés vers les 21 023 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Du point de vue pratique, la CENI voudrait être aussi efficace que la délégation générale aux élections. La DGE affirme avoir bien joué sa partition. Nous avons pu remettre au ministère de l'administration qui a en charge l'organisation matérielle du scrutin, tous les documents électoraux, notamment les listes électorales définitives, les listes d'émargement qui doivent être déposées dans les bureaux de vote et les extraits de listes qui seront affichés devant chaque bureau de vote. À Bamako, la température tourne actuellement autour de 40 degrés à l'ombre. Elle augmente au fur et à mesure que la date de la présidentielle approche. Les Maliens s'en remettent désormais au ministère de l'administration territoriale pour empêcher un échauffement des esprits pendant et après le scrutin. Et puis au Togo, 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis 7 heures GMT ce matin. Ils doivent se choisir leurs 91 députés. L'élection législative a attiré 1174 candidats, dont 135 femmes. La transparence, selon certains observateurs, sera le principal enjeu du scrutin. Au moins 77 morts et 143 blessés dans le déraillement d'un train hier soir à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord-ouest de l'Espagne. La tragédie pourrait être due à un excès de vitesse. Et puis retour en Côte d'Ivoire pour terminer en sport. En football, l'équipe nationale locale affrontera samedi celle du Nigeria. Le match se jouera au stade Robert Champroux de Marcory. À l'aller à Kaduna, la Côte d'Ivoire avait été battue 4-1. Avant la manche retour, le sélectionneur des éléphants locaux, Robert Samka, était face à la presse hier. On suit le reportage d'Ange Assoukro. Les éléphants locaux ont lourdement chuté à Kaduna lors de la manche allée des éliminatoires du CHAN 2014. Les Ivoiriens ont été battus 4-1 par le Nigeria. Pour autant, le sélectionneur de l'équipe nationale locale s'est voulu rassurant devant les journalistes. Selon Norbert Saraka, les Ivoiriens se sont bien préparés pour inverser la tendance à domicile.
Je mets l'accent sur l'aspect technique, tactique, physique et puis psychologique. Et ça va, la réponse des joueurs elle est bonne, ils sont réceptifs, ils sont conscients de la tâche qui nous attend. Pour Marc Goua, le capitaine des éléphants, les joueurs peuvent relever le défi et se qualifier malgré le handicap de 3 buts. À 9, nous avons produit du jeu, même eu les meilleures occasions que le Nigeria. Mais il faut dire que nous sommes optimistes et c'est une tâche aussi difficile mais pas impossible. Et là, nous allons tout donner pour pouvoir remonter les 3 buts et avoir la qualification si possible. Les internationaux présents à cette conférence de presse, Marc Goua, Ali Badra Sibi et Abdul Karim Sissé et leurs sélectionneurs ont souhaité que le public fasse le plein du stade Robert Champrou. Cela les aiderait à coup sûr à franchir le cap nigérien et se qualifier pour le prochain tour. Cette rencontre des éliminatoires du CHAN 2014 prévue en janvier en Afrique du Sud se jouera le samedi 27 juillet 2013 au stade Robert Champrou de Marcory. Et avant de nous quitter, je reviens sur ce réaménagement technique au sein du gouvernement. Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, se voit confier en plus le portefeuille des mines et Adam Matungara devient ministre du pétrole et de l'énergie. L'information a été donnée par le secrétariat général de la présidence. C'est ici que l'on se sépare. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité au programme de RTI 1.